de passer la parole à nos deux panélistes invités, j'aimerais quand même rappeler la thématique du sujet sur lequel ils vont réagir tous les deux. On va changer un petit peu la formule qu'on avait avec Fabrice et Rachida un petit peu plus tôt. Donc, on aura une présentation, une projection d'André O, qui est déjà sur scène. Et Nathalie aura également une présentation, pas une projection, mais elle va vous adresser la parole sur des points essentiels en lien avec la thématique transversalité et intersectionnalité, théorie versus pratique. Et pour la traiter, j'ai le bonheur d'accueillir, comme je vous le disais, Nathalie Carénard, qui est ici en remplacement de Bouchra Manaï, commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques à la Ville de Montréal. Nathalie travaille également au sein du Bureau de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques en tant que responsable des enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion. À ce rôle, elle participe activement à une ambitieuse transformation organisationnelle. Son identité, ses convictions auparavant semblent l'avoir préparée pour une telle mission essentielle au vivre ensemble. Après plus d'une décennie en recrutement et chasse de tête de Paris à Montréal, Nathalie a un parcours de vie et professionnel dans divers pays, dont Haïti, le pays qu'il a vu naître, ce qui fait d'elle ma compatriote, France, Togo, Guyane française, Côte d'Ivoire, États-Unis et Bénin. Elle a des études en littérature francophone à la Sorbonne et a fait un début de carrière en enseignement secondaire en France et aux États-Unis avant cette réorientation de carrière vers les ressources humaines et vient tout juste de compléter une formation en équité, diversité et inclusion de la Cornell. Bienvenue, Nathalie. Note à tes chaussures rouges que j'aurais dû porter aujourd'hui moi-même. André O, que je présente et qui va débuter ce créneau, le dernier créneau en fait de ce forum aujourd'hui. Sa quête identitaire en tant que personne homosexuelle et asiatique l'a motivé à faire sa maîtrise en travail social sur la construction identitaire des personnes LGBTQ+, issues de l'immigration au Québec. André a 15 ans d'intervention sociale dans les milieux communautaires traitant les enjeux de l'itinérance, la santé mentale, les problèmes avec la justice, la toxicomanie, le racisme et les réalités LGBTQ+. Il a également 15 ans d'expérience dans la gouvernance à travers son implication au sein de conseils d'administration et dans le développement de programmes communautaires. Actuellement, André O est coordonnateur de Jeunesse engagée, un programme chapeauté par le Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, qui consiste entre autres à accompagner des jeunes de 15 à 30 ans dans leurs projets communautaires. Pour contrer la résurgence du racisme anti-asiatique depuis la pandémie de COVID-19, il a contribué à mettre sur pied la Coalition asiatique pour une relève émancipatrice, un regroupement de personnes asiatiques qui mènent des projets communautaires qui mènent des projets communautaires pour contrer le racisme et pour promouvoir le bien-être de leur communauté. Il a aussi participé au documentaire qui traite de racisme, Briser le code, avec une histoire très touchante d'ailleurs. Pour André, les communautés marginalisées ne sont pas les constituants du problème, elles portent plutôt les problèmes imposés sur leurs épaules. Et depuis, son leitmotiv, qui est aussi le leitmotiv de mon iPad qui n'arrête pas de s'éteindre, je m'en excuse. Merci encore pour votre patience. Ça s'est arrêté au mauvais moment. Pour André, les communautés marginalisées ne sont pas les constituants du problème. Elles portent plutôt les problèmes imposés sur leurs épaules. Je pense que la sénatrice Odette en parlait beaucoup. Depuis, son leitmotiv est « Lorsqu'on demande justice, on ne dérange pas. Ce sont les autres qui se sentent dérangés », invitant ainsi les communautés avec lesquelles il travaille à prendre la parole. Alors, André, je te cède la parole. Bonjour tout le monde, mon cœur bat à la chamade. Je vais me lever. Un bon matin, non, c'est pas vrai, c'est un soir. Anna m'a téléphoné, puis elle m'a dit... excusez-moi, non. Elle m'a pas téléphoné. J'étais devant mon ordinateur, puis je préparais mon personnage de Donjons et Dragons, puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Et c'est là qu'Anna m'a téléphoné, puis elle m'a dit, André, voudrais-tu être panéliste pour parler de l'intersectionnalité?
de la théorie à la pratique. Je suis là comme... Je lançais un des 20. Pour les geeks, vous savez qu'est-ce que c'est? J'ai eu un 20 sur 20 et j'ai dit « Challenge accepted ». Alors, je redis le challenge. Et pour les personnes qui savent, qui me connaissent, j'adore manger, j'adore sortir. Alors, je vous invite au restaurant. Aujourd'hui, au menu, comme mise en bouche, on va parler de contexte de la présentation. Comme entrée, on va faire un bref rappel gratiné de l'intersectionnalité. Comme plat de résistance, on va faire une analyse systémique avec des exemples du terroir. Pour mieux digérer en accompagnement, il va y avoir une salade aux 3 justices. Ce sera juteux. Et pour terminer, un feuilleté d'impact à l'érable avec des brisures de code au chocolat. D'accord? Alors, j'espère que j'ai aiguisé votre appétit. Je suis un fervent de l'approche narrative. Je crois que c'est la parole, le langage, le vocabulaire que nous choisissons qui sera un vecteur de changement social. C'est à travers vraiment la communication que nous pourrons changer la réalité. Alors, humblement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous? C'est quelques pistes de réflexion pour mettre en évidence les enjeux intersectionnels. Comment accueillir un problème? Comment analyser un problème intersectionnel? Je suis travailleur social de formation, je ne suis pas travailleur social, mais mon travail consiste à développer des projets et à écouter des gens qui vivent de multitudes d'oppressions. Et qu'est-ce que je réalise, que ce soit en formation, dans les médias ou encore en écoute, le mot intersectionnel est difficile à digérer, sans vouloir faire de jeu de mots, mais on arrive à présenter les problèmes intersectionnels comme un bloc monolithique, un discours difficile à fragmenter et à comprendre. Tout ce qu'on comprend, c'est le profil de la personne qui vit un problème intersectionnel, mais on ne comprend pas comment cette intersectionnalité s'est construite à travers des systèmes d'oppression. Alors, comment stimuler un dialogue? Comment négocier avec des entités, c'est-à-dire des personnes, des organisations ou encore avec des groupes, pour justement créer une convergence de pratiques pour justement régler les problèmes intersectionnels. Alors, les pistes de réflexion vont être divisées en 2 catégories. On va parler des analyses systémiques, donc au niveau organisationnel, avec des exemples du terroir, des exemples concrets. Et je vais aussi proposer un modèle de communication basé sur les 3 justices. La justice de la reconnaissance, la justice de la distribution et la justice réparatrice ou de réconciliation. Le travail communautaire, c'est difficile, je ne vous apprends rien. C'est des milieux, quand on parle d'oppression, nécessairement, il y a des conflits. Rachida a déjà dit, on travaille avec notre cœur, on travaille avec notre être. Donc, nécessairement, lorsqu'on rentre en communication avec des gens qui vivent des oppressions, on est tous humains, on vit des résonances. Puis les personnes qui travaillent dans le communautaire ou toute forme de relation d'aide sont des gens qui sont déjà ouverts à la communication, ouverts à comprendre, mais sommes-nous vraiment outillés pour canaliser, cadrer des dialogues, des conversations où on parle de l'oppression multiple? Et ce qui fait que des situations conflictuelles provoquent des tensions relationnelles. Quand on est intervenant, c'est facile, il y a déjà une dynamique intervenant-aidé. Mais il y a d'autres types de relations entre les pairs, entre organismes, conseil d'administration et direction, membres et conseil d'administration, organisation et politique, et j'en passe. Donc, c'est difficile d'avoir une communication concrète et saine. En plus, on est stressé. En tout cas, moi,
Mes jambes tremblent un peu. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Merci de rire. Et souvent, tout à l'heure, on avait nommé aussi, il y avait une personne qui dit, mais comment aborder ces enjeux-là? On se sent illégitime d'aborder ces enjeux-là. On se sent... Il y a un enjeu d'impuissance et d'imposteur. Je me permets de dire souvent, les gens qui travaillent dans le milieu communautaire, je parle beaucoup du communautaire parce que c'est vraiment ma passion, on est déchiré entre la culpabilité et la responsabilité. Et notre action, nos actions sont flouées avec ces deux tensions-là. Et ma façon de dénouer le sentiment d'imposteur et d'impuissance, c'est que la responsabilisation doit créer un sentiment d'empowerment. Si on agit avec culpabilité, on n'est pas aidant. On est dans la performation. Ceci étant dit, lorsqu'on ne fait pas ces clarifications, on éprouve des difficultés de créer des alliances et de développer des stratégies d'action. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'intersectionnalité? Adam avait dit, « Ah, André, tu peux aller vite, là. Les gens qui viennent ici sont des pros. Ils savent déjà qu'est-ce que c'est. » OK, un bref rappel dans ce cas-ci. C'est un croissement d'oppression, un croissement de systèmes d'oppression. Ça peut être basé sur le genre, la race, les classes socio-économiques, un handicap ou encore une orientation sexuelle, etc. Il y en a une multitude. Les différents systèmes d'oppression sont superposés et ils sont en dynamique. Ce qui fait que les oppressions que nous vivons sont uniques et non modélisables, donc non généralisables. Les systèmes d'oppression s'alimentent et construisent mutuellement tout en restant autonomes. Donc, ça veut dire que... comment je pourrais simplifier ça? Vous comprenez? Qu'est-ce qui est à retenir, c'est qu'on ne peut pas hiérarchiser les oppressions. Donc, mes identités complexes, je dirais même mes identités multiples en dynamique, parce que mes identités ne sont pas complexes. Une fois qu'on les comprend, on les comprend. Ce sont mes identités qui sont complexées par l'ignorance du système. D'accord? Donc, on ne peut pas diviser mes identités sexuelles, orientation de genre et ethnique, ce qui fait que c'est difficile pour moi de briser le plafond de verre. C'est difficile pour moi d'avoir un langage qui parle de mes identités parce qu'on n'est pas habitué de justement avoir un vocabulaire qui parle de mes réalités. Et c'est pour ça que je crois que c'est à travers le langage, plus qu'on est capable d'avoir un vocabulaire riche, d'apporter une nuance et je dirais même oser de redéfinir des termes, on acquiert un pouvoir communicationnel, donc un pouvoir de changement social. Je vais vous présenter une analyse systémique, puis on va parler des niveaux, donc au niveau macro, méso, micro. Et je vais vous donner des exemples. Ces exemples représentent en fait les défis qu'on vit qui empêchent d'aborder les enjeux intersectionnels ou encore les défis intersectionnels eux-mêmes. Si jamais, à travers les présentations d'exemples, ça vous résonne, c'est parce que j'ai pensé à vous quand j'ai fait la présentation, même les personnes que je ne connais pas. Je suis fort à ce point. Donc, le niveau macro, qu'est-ce que c'est? C'est le portrait global. Ce sont des politiques, la culture, des idées, l'éthique, la culture en général. Qu'est-ce qui est grand? On parle du gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de parler des enjeux intersectionnels? Un exemple très concret, refus de reconnaître le racisme systémique de la part du gouvernement. C'est un exemple. L'autre exemple, un peu plus subtil, les codes de déontologie en travail social. Je ne fais pas partie de l'ordre, il y a une raison. Si, moi, on me sollicite pour offrir un soin et on veut, je suis descendant de Boat People aussi, et qu'on me sollicite spécifiquement parce que je connais le bagage et on cherche
mes identités pour valider les leurs. Je dois obligatoirement faire un autodévoilement. Dans ma pratique en tant que probable travailleur social, l'autodévoilement est sanctionnable. C'est une action qu'on peut sanctionner. Ce n'est pas à mon avantage. Et c'est un problème. Ça veut dire que dans le système de soins, on ne peut pas prodiguer des soins qui sont culturellement adaptés. Ce qui fait que les personnes qui ont des identités intersectionnelles et marginalisées sont isolées des soins, surtout en travail social, qui est une pratique qui n'est pas si accessible et rare pour les autres communautés. Les modes de financement par projet et non à la mission, ce qui fait que c'est difficile qu'il y ait une sédimentarisation au niveau des compétences et des connaissances lorsqu'on traite des enjeux intersectionnels, parce que, rappelons-nous, les difficultés vécues, l'oppression sont uniques et non modélisables. Donc, quand on est payé par projet, une fois que le projet est fini, les connaissances s'envolent avec la personne. Ce qui fait que lorsqu'on veut traiter des enjeux intersectionnels, on part toujours un peu à zéro. Et finalement, tout à l'heure, Fabrice parlait, on est un peu dans la médiacratie, donc distorsion de la réalité ou de la désinformation de la part des médias. Quelques exemples. Au niveau mésoscopique, on parle à un niveau plus bas, donc le corps institutionnel des organismes de regroupement. Qu'est-ce qu'on peut vivre comme défi des organismes communautaires? Recruter une personne LGBTQ+, racisée, avec des compétences en philanthropie. C'est une perle rare, mais tout le monde veut avoir cette personne-là dans leur cercle. Tout le monde. Vous riez, hein? Merci, c'est très validant. Et je vous le jure, ça crée des conflits dans mon PR. Hein? Incompatibilité ou conflit au niveau de la culture organisationnelle. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'un organisme qui lutte contre le racisme, dont sa réalité est à 95% noire, des personnes noires, peut travailler sur les enjeux antiracistes asiatiques? Le but commun, c'est quand même de lutter contre le racisme. Mais qu'est-ce qu'on a réalisé à travers les échanges? C'est que non, il y a des problèmes. Parce que si les communautés noires vivent de l'oppression basée sur la couleur de la peau, les personnes asiatiques vivent de l'oppression basée sur le mythe de la minorité modèle. Donc, ce sont des structures, des histoires différentes, intersectionnelles, qui fait que la culture organisationnelle n'est pas apte à travailler avec une autre réalité. Et c'est pour ça qu'on dit que l'oppression, elle n'est pas modélisable, généralisable ou transférable. Ce qui fait que, est-ce que pour chaque intersectionnalité, on doit créer un nouvel organisme? Et là, les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Alors, ça devient en fait un défi. Et finalement, au niveau microscopique, un autre exemple, les safer spaces. C'est difficile. Hein? Moi, là, on est entre nous, je peux me permettre. Langage épicène, langage décolonialisé, un repas sans gluten, sans noix, sans sucre, etc. Et mon travail, je travaille beaucoup avec des gens qui ont plusieurs intersectionnels et juste établir un espace, établir une communication, c'est difficile. Ce qui fait que, par exemple, je vous donne un exemple, quand on essaie de créer un safe space, puis ensuite, on veut distribuer des tâches, et là, il y a quelqu'un qui dit, ça arrive, on est là pour dire les vraies choses, qui calcule les privilèges et qui veut qu'on adapte les tâches selon les réalités.
et on ne sait pas comment établir une échelle et ce n'est plus négociable. Et ça crée des tensions. Et moi, comme intervenant, comme animateur, je suis pris avec cette réalité-là. Comment dénouer? On va y arriver plus tard. Mon préféré, le rôle ambigu du militant et militante, aidante, aider. Dans un système précaire, on occupe ces 3 rôles. C'est épuisant. C'est même un rôle intersectionnel multiple. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait? Comment négocier? Et on se retrouve avec un épuisement. Réalité de la tokenisation. J'ai parlé tout à l'heure avec le conseil d'administration comme exemple. Et les politiques d'embauche, on va en parler. Et on a fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Pourquoi se baser sur les analyses systémiques et comprendre ce niveau pourrait nous aider à comprendre les enjeux intersectionnels? Situer le niveau des oppressions et des barrières nous permet d'avoir une cohérence dans le discours, dans la situation problème. Ça nous permet aussi d'évaluer les ressources. Si on est au niveau microscopique, on va prendre des ressources microscopiques. Si on est au niveau macro, alors là, il faut prendre beaucoup plus d'engagement au niveau politique, au niveau de la représentation, au niveau des relations publiques. Puis si on est en méso, ça prend des organisations et tout ça. Et avoir une cohérence au niveau des attentes. Et ça rappelle que le problème est systémique. Quand on ramène où se situe, à quel niveau se situe ton problème, on rappelle que c'est un problème systémique. Je vous donne un exemple. S'attendre qu'un organisme communautaire LGBTQ+ québécois ait un pouvoir d'attestation sur l'identité de genre ou d'orientation sexuelle d'une personne demanderesse d'asile. C'est une réalité que je vis. Les membres arrivent puis nous demandent de faire des actes qu'on ne peut pas, qu'on n'a aucun pouvoir. Ils nous demandent de changer une mentalité. Mais une organisation communautaire, c'est au niveau méso fragile. Et on nous demande de faire des changements au niveau macro. Et ce sont le genre de conversations que j'ai aussi vécues dans les conseils d'administration où on fait un brainstorming puis on dit « Ah ouais, il faudrait qu'on s'y penche là-dessus ». Puis qu'on est un peu pris avec des mandats, mais on ne sait pas comment mobiliser, on ne sait pas comment faire un projet qui va traiter ces enjeux-là. Je vous donne un autre exemple. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir une maison d'hébergement pour les personnes gays. Parce que j'ai toujours peur que mes parents me mettaient à la porte. Et j'ai dit, waouh, enjeu intersectionnel, pour moi, c'est parfait, itinérance et hébergement. Mais maintenant, dans la réalité montréalaise, je réalise que c'est impossible de créer un nouveau service d'hébergement. On n'a pas les ressources, la compétition est extrêmement forte, l'espace est rarissime. Donc, c'est là un peu que je réalise pour les personnes qui ont des identités intersectionnelles, je dirais même des problèmes intersectionnels, ont des besoins très, très spécifiques, mais le besoin énoncé est au niveau macroscopique. Et c'est là comme on est pris entre le changement social et le service qu'on veut donner à l'individu, à un membre. Et ça crée des distorsions. Et c'est pour ça que c'est long de négocier des problèmes, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, parce que les ressources sont disparates. Alors, négocier, être sur le même niveau, évaluer les ressources au niveau approprié. Ça facilite à faire un budget, voilà. Un clin d'œil à mon directeur Christian. C'est comme un comptable. La personne s'assure que les chiffres sont à la bonne colonne. Si les chiffres ne sont pas à la bonne colonne, à la fin de l'Assemblée générale, qu'est-ce qui se passe? Hey, ça ne marche pas là. Il y a un détournement de fonds ou je ne sais pas trop quoi, ça ne marche pas. C'est la même chose. Quand on utilise les analyses systémiques, on s'assure que les ressources et le problème sont au bon niveau pour avoir une cohérence.
L'objectif de passer de la théorie à la pratique, c'est de créer des projets, aller vers l'action. Donc, comment communiquer? Comment négocier un projet ou l'action pour régler un problème intersectionnel? Parler avec les 3 J. Communiquer avec les 3 justices. Donc, ce sont des points de repère. La justice de la reconnaissance, dans la négociation, dans le dialogue, dans l'écoute. Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre? Qu'est-ce qu'on veut mettre comme lumière sur réalité? Qu'est-ce qu'on a besoin d'affirmer ou être validé? Donc, parler de la reconnaissance, des histoires qu'on ne connaît pas, ouvrir le dialogue. Justice de la distribution. Quelles sont les ressources disponibles ou les ressources qu'on a besoin pour chercher un impact? Est-ce les communications? Est-ce des ressources humaines? De l'argent? De l'espace même. En ce moment, l'espace est vraiment un enjeu important. Et attribuer les ressources à l'action qui amène à une justice réparatrice ou de conciliation. Quelles sont les possibilités de collaboration et d'élaboration de stratégies pour construire un changement social? Lorsqu'on communique avec les 3 justices, on favorise en fait une communication orientée vers une solution, un apprentissage mutuel et surtout, une responsabilisation mutuelle. Et comme j'avais dit tout à l'heure, lorsqu'on se responsabilise, il y a un empowerment. Et c'est là qu'on va vivre toute la différence. Si on ne communique pas avec les 3 justices, puis on ne s'attend pas à créer une nouvelle réalité plus juste, plus inclusive, on est dans la performation. Alors là, on n'est plus dans le développement durable. Donc, il y a déjà un résumé là, pour les personnes qui veulent interpréter. Donc, lorsqu'on intègre les points de repère systémiques avec les 3 points de justice, on encadre une communication saine et cohérente, intelligible, parce que c'est concret. On donne l'espace à l'élaboration d'un discours qui permet de décrire les oppressions, la reconnaissance. Aller au-delà de « je suis gay, je suis asiatique, je suis une femme, je suis noire » et ne pas prendre ça comme un discours monolithique, mais de fragmenter l'intersectionnalité pour qu'on puisse voir la cartographie du problème, qu'on puisse voir comment le problème s'articule à travers le système, pour qu'on puisse justement voir les points faibles du problème, les points faibles du système. Et c'est là la force de la démocratie embarquée, etc. On enrichit un discours qui met en relief son contexte, la situation, problème, ses connaissances vécues par la personne ou par le groupe, met un accent sur les besoins et oriente la réflexion vers les solutions, favorise la négociation, la collaboration et surtout externalise le problème de la personne ou du groupe. Parce que même si les oppressions sont vécues par des systèmes, l'identité, même si le problème est systémique, l'identité, elle est organique. L'expérience est vécue à travers la personne qui construit son identité et la personne va socialiser avec cette cristallisation des oppressions superposées. Et c'est ça les traumas. On cristallise le trauma, les oppressions, et la personne s'identifie à ce point de rencontre des oppressions. Alors, lorsqu'on fait une analyse, on fait une conversation, on décristallise le problème, on externalise le problème de la personne. Donc, la personne n'est plus le problème. La personne porte de manière injuste un problème qu'on a imposé sur ses épaules. Et c'est là l'empowerment. On se responsabilise et il y a une responsabilité collective.
Ce qui fait qu'on établit un discours qui brise les codes d'oppression préexistants, parce qu'on donne la place à la narration de la personne qui vit les oppressions et on crée une alliance. Oui. Prochaine minute, je sais que ce sont des exemples qui suivent, donc je vais te demander de conclure. Alors, comme conclusion, on rappelle que les enjeux intersectionnels sont des problèmes systémiques. L'analyse systémique et les trois justices sont une solution de problème. Donc, ce n'est pas un organisme ou une personne qui doit compenser pour les injustices provoquées par les systèmes. C'est le système qui doit être inclusif. Alors, pour ce faire, on n'a pas le choix d'investir dans le réseautage pour créer justement des discours, un lien pour justement changer la réalité. On ne peut pas changer la réalité au grand complet du jour au lendemain, mais on peut changer la réalité autour de soi avec un langage et une façon de communiquer pour créer l'action. Donc, tout à l'heure, on va voir un 5 à 7. Le forum est un événement exceptionnel pour justement qu'on puisse mettre en pratique ces formes de communication pour créer un lien, parce que pour répondre à un problème systémique, il faut avoir une réponse systémique et c'est là que nous sommes en train de faire. Nous sommes des organismes et des individus qui se mettent en relation pour créer un nouveau système d'inclusion qui valorise sa diversité. Merci. J'espère que vous avez bien mangé. Merci beaucoup, André, et surtout d'avoir conclu de façon aussi délicate. Je sais qu'il y avait la conclusion qui arrivait, donc je ne voulais pas t'en priver. Nathalie, je pense que tu vas venir, effectivement. Parfait. Donc, je me débarrasse. Merci Déborah de me céder la parole. Merci André d'avoir pas mal mis la table. Ça me facilite la vie avec plusieurs définitions. Donc, je suis Nathalie Carénard, comme Déborah l'a précisé. Aujourd'hui, je remplace Bouchra Manaï, la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques au bureau du même nom à la ville de Montréal. Bouchra est malade. Elle est vraiment désolée de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Alors, je sais que peut-être vous êtes un petit peu déçus de vous retrouver avec moi, mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir parler de cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. Comme Déborah l'a précisé, moi, dans mon ancienne vie, très ancienne, j'ai commencé ma carrière comme enseignante secondaire, et cette déformation professionnelle fait que à chaque fois, je me dis, mais est-ce qu'on peut commencer par le commencement? Et lorsque j'ai lu le titre transversalité et intersectionnalité, la question que je me suis posée, je me suis dit, mais si tu te retrouvais en face de tes anciens élèves et qu'il fallait que tu commences à leur expliquer le B à bas de pourquoi on parle de transversalité et pourquoi on parle d'intersectionnalité au forum sur la diversité et l'inclusion. Parce que je n'aime pas partir avec des évidences en partant du principe que, ah oui, tout le monde sait de quoi on est en train de parler. Donc, je vais mettre ma petite casquette de prof et on va parler d'abord de la transversalité. Pourquoi est-ce qu'on parle de transversalité? Pourquoi la transversalité, selon moi, elle est nécessaire lorsque on a une organisation, puis on entame une transformation inclusive? C'est parce que la transversalité, moi, je la décris souvent, lorsqu'on fait les sensibilisations avec Bouchra, comme une course de relais. Vous savez, en athlétisme, là, quand on se passe le témoin. La transversalité permet qu'il n'y ait pas de... OK, le passage de témoin est raté parce qu'il y a eu une équipe qui s'est appropriée cette volonté de transformation inclusive. Et puis, il y a une équipe qui n'a aucune idée de ce que c'est, qui n'a aucune idée de comment se l'approprier elle-même dans son expertise. Et du coup, on rate la course, on échoue à la course. Et très tôt, ce que l'on a fait, c'est d'aborder la sensibilisation en parlant à chaque fois du parcours de vie de l'employé. Parce que des formations professionnelles obligent, comme je suis en RH,
Je regarde le parcours de vie de l'employé et je me dis, la transversalité, il faut regarder le parcours de vie de l'employé. Donc, on va le faire ensemble, mentalement, pour que l'employé, avant qu'il soit un employé, quand il est un candidat, il faut déjà qu'il ait accès à vos offres d'emploi. Donc, il a accès à vos offres d'emploi. Là, on se pose la question, où est-ce que j'affiche mes offres d'emploi? Est-ce que là aussi, j'ai mis une lentille sortir des réseaux traditionnels et me dire, est-ce que je vais vers les écosystèmes de la diversité, comme j'aime le dire? Donc ça, c'est la promotion de mes offres d'emploi, mais aussi la promotion les différents parcours de carrière de mon organisation. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce travail-là, donc j'ai fait un travail d'ouvrir mes chakras, si je peux dire, pour ne pas aller toujours vers les mêmes réseaux, afficher toujours sur les mêmes sites. Là, je passe à l'étape suivante où je me dis, je recrute. Je recrute. Est-ce que mon processus de recrutement, est-ce qu'il il tient compte de la diversité? Est-ce qu'il est lui-même aussi dans une démarche d'inclusion? Ça, c'est l'étape de recrutement. Et l'une des erreurs qu'on a, je dois le dire, pas mal faites à la ville, c'est qu'avant, la question de l'équité, la diversité, de l'inclusion, c'était d'abord une question de recrutement. Et ça, c'est hyper réducteur parce que ça ne responsabilise pas les autres services, les autres entités qui participent au parcours de vie de l'employé. Donc, une fois que j'ai recruté cet employé, si, par exemple, au niveau de son intégration, on sait que l'intégration, souvent j'utilise la métaphore, je dis c'est comme dater, faire des dates. On veut que la période de lune de miel soit concluante. On veut qu'il y ait une deuxième date, une troisième date, éventuellement emménager ensemble ou se marier, etc. Bon, vous comprenez où je veux en venir. Donc, si j'ai déployé tous ces efforts en matière d'attraction des talents, je suis allée afficher, je suis allée réseauter, etc. J'ai recruté, j'ai fait un processus de recrutement inclusif, etc., etc. Puis que la personne en question se retrouve peut-être propulsée dans un environnement qui n'est pas si inclusif que ça, qu'est-ce que ça donne à votre avis? Tous ces efforts-là, ça échoue. Parce qu'au final, on a une intégration qui est ratée, parce qu'on a minimisé, je vais le dire, le fait, par exemple, de faire venir un gestionnaire racisé dans une équipe qui est historiquement exclusivement blanche. On a minimisé ça. Et puis, on a eu un angle mort colossal. Et là, voilà que l'intégration se passe mal. D'accord? Ensuite, une fois qu'il y a eu cette étape d'intégration-là, il faut aussi que d'autres sous-systèmes des ressources humaines prennent le relais, comme par exemple la formation. C'est bien beau d'intégrer, d'embaucher, mais si ces personnes-là, une fois intégrées dans l'organisation, sont confrontées au fameux plafond de verre, d'autres personnes m'ont parlé de la dalle de béton. Je préfère la dalle de béton. Parce que le plafond de verre, au moins vous voyez, vous savez qu'il y a quelque chose. Mais la dalle de béton, c'est génial, c'est génialement triste. Vous voyez pas ce qu'il y a. Vous n'y avez pas accès. Vous pouvez même pas deviner que ça existe. Et surtout, vous ne comprenez pas ce qu'il y a au-dessus de la dalle de béton. Donc, oui, j'ai fait des efforts pour recruter, j'ai réseauté, j'ai fait une belle marque employeur, j'ai intégré, etc., etc. Puis, hop, ça fait 5-6 ans que les gens sont en poste, les gens sont frustrés, ils n'évoluent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'évoluent pas. Donc, vous suivez un petit peu. Donc, la formation, il y a aussi l'accès à des projets spéciaux. Parce qu'on sait tous, on a tous des carrières, on sait tous qu'il y a des projets spéciaux qui vous permettent d'étoffer votre réseau, de développer vos connaissances, qui vous permettent aussi de gagner en visibilité, de vous faire connaître. Quelqu'un m'a dit lors d'une sensibilisation, avant de parler de reconnaissance des employés, il faudrait déjà être connu. Il y a plusieurs perles comme ça, puis c'est vrai. Comment vous pouvez reconnaître des gens que vous ne connaissez pas? Donc, voilà le passage de témoin dans la course de relais qui est importante, et la transversalité, c'est ça. Donc, c'est
s'arranger pour que les efforts soient pérennes et que tous les efforts qu'on déploie à l'étape 1, à l'étape 3, ça ne fasse pas plouf. Okay? Donc, c'est comme ça que je l'illustre aussi. On peut aller encore plus loin. Les fameux projets spéciaux, j'imagine que certaines personnes ont déjà entendu dans leur carrière la fameuse phrase, en tout cas moi j'ai entendu, « On ne te voit pas dans ce rôle ». Ça fait toujours plaisir à entendre. Hein? Mais pourquoi on ne vous voit pas dans ce rôle? C'est parce que, justement, le projet qui vous aurait permis de vous faire connaître, de vous faire voir autrement que la personne qui exécute ce projet-là, qui vous aurait donné de la visibilité, qui vous aurait permis de développer votre réseau, qui vous aurait permis de développer vos compétences, on ne vous y a pas vu. Donc, on vous voit dans le rôle que vous occupez aujourd'hui et pour des siècles et des siècles, comme dit la prière. Okay? Donc, il y a une nécessité de dire à chaque fois qu'on fait les sensibilisations, de dire c'est une responsabilité partagée au niveau des différentes équipes, non seulement des ressources humaines, mais aussi, quand on prend plus de recul et puis qu'on fait un zoom out, au niveau des différents services, au niveau des différents arrondissements, de se dire, si on ne fait pas cette transformation inclusive avec cette nécessité de la transversalité, on va travailler pour rien. Donc ça, c'est la première chose, la première lentille que je voulais mettre. Ensuite, la deuxième lentille de l'intersectionnalité, merci encore André, c'est que les deux doivent être faites de manière simultanée. On ne va pas se dire « Ah ben tiens, on va d'abord parler de tel genre d'oppression, puis après on parlera de tel type d'oppression. » Parce que ça annule les efforts qui sont faits et ça crée encore des sous-couches d'inégalité et d'inéquité. Donc oui, on veut faire une transformation inclusive, on met une première paire de lunettes, mais vous connaissez un petit peu ces verres-là qui sont utilisés par les bijoutiers qu'on superpose à nos lunettes, là, comme les diamantiers. C'est comme s'il fallait rajouter, OK, j'ai mes lunettes, équité, diversité, inclusion, mais j'ai ici une lentille transversalité pour passer le témoin, et j'ai aussi une autre lentille intersectionnalité. Donc, penser à la croisée des discriminations. Parce qu'en pensant aux gens qui sont au niveau, aux marges, je pense au plus grand nombre. Et à chaque fois, ce qu'on répète, c'est que l'inclusion, c'est bon pour tout le monde. Donc, j'ai voulu mettre la table en commençant comme ça. Alors maintenant, on va parler un petit peu de notre contexte à la ville de Montréal, le contexte de cette transformation organisationnelle. À quoi ressemble le quotidien du bureau de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique? J'aime bien l'expression en anglais qui dit « it's a mouthful ». Tu sais, ta bouche est pleine, là, tu sens vraiment que... Okay. Certains d'entre vous qui connaissent l'histoire du bureau savent que c'est un bureau qui est né suite à une consultation publique de l'Office de consultation publique de Montréal sur la question du racisme et des discriminations systémiques, et que suite à cela, la ville a reconnu l'existence du racisme systémique, du racisme et des discriminations systémiques, et que le bureau a été créé. En quoi consiste notre quotidien année 1? Puisque là, ça fait une année qu'on existe et que moi, j'ai rejoint le bureau quasiment tout de suite après l'arrivée de Bouchra. C'est d'écouter, de traduire les traumas qui sont vécus par les personnes discriminées en réponse systémique. Par exemple, c'est à force d'écouter les traumas des personnes discriminées que j'ai identifié l'intégration, et je l'ai nommé, c'est une zone de turbulence. Okay, c'est une zone de turbulence. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous entendez les témoignages des gens, c'est à l'entrée où il y a commencé à avoir des propos, des phrases, des attitudes, par exemple le fait de ne pas partager l'information, qui ont tout de suite commencé à créer des situations problématiques.
L'autre chose aussi, l'autre zone de turbulence, après l'intégration, lorsque la personne est déjà dans l'organisation, ça peut être les restructurations, les réorganisations. Ah, mais j'avais une équipe, tout allait bien. L'équipe a été réorganisée et puis moi, je me retrouve avec plus de tâches ou moins de tâches, ou mon poste n'existe plus comme il était, etc., etc. Donc, autre zone de turbulence. Bien sûr, je pense que personne ne sera surpris que l'accès aux promotions aussi, c'est une zone de turbulence. D'accord ? C'est une zone de turbulence parce qu'il y a toujours la question de mais pourquoi je vais en entrevue, je n'ai pas le poste, je ne comprends pas, etc., etc. Je pense que c'est parce que j'appartiens à tel ou tel groupe. Okay ? Donc voilà à quoi cela sert justement d'écouter les traumas et puis de les transformer en éléments systémiques. Excusez-moi, mon iPad me joue des tours comme Déborah. Notre travail consiste aussi à accompagner toutes les personnes qui sont concernées par la violence systémique, par les effets des discriminations. Accompagner, qu'est-ce que ça veut dire ? Des fois, ça va être d'accompagner les personnes vers les bonnes instances de gestion des plaintes. Okay ? Parce que l'organisation est complexe, je vais en parler tout à l'heure, et c'est pas forcément évident pour des personnes employées de l'organisation de comprendre « je vis telle chose », même si ça fait 5-6 ans que je le vis, là, il y a une bascule, il y a une transformation qui est en train de s'opérer et ces choses-là sont désormais prises beaucoup plus sérieusement et j'ai telle instance de plainte pour aller déposer ce que je vis. Donc ça, c'est l'accompagnement. On va accompagner aussi toutes les personnes et les gestionnaires qui doivent être sensibilisés sur la portée des actes et des discours discriminatoires et sur les effets du racisme et des discriminations dans un milieu de travail. Donc, lors des sensibilisations, c'est d'expliquer le fait que ce que certains pensent être des blagues, ce sont des choses qui vont gangréner et qui vont prendre de l'ampleur et qu'il faut adresser tout de suite. Ne pas minimiser. Et enfin, on a un rôle qui est de conseiller stratégiquement la ville comme administration publique et comme premier employeur de la métropole. Ce travail quotidien, comme je l'ai dit auparavant, il s'inscrit dans un contexte. Il faut vraiment avoir passé les 2 dernières années sur la Lune pour ne pas sentir qu'il y a un momentum qui ne s'arrête pas, à ma grande joie, sur la question de la lutte contre les discriminations. Concrètement, c'est une priorité de l'organisation avec la vision 2030, donc la vision sur 10 ans, où cette lutte contre les discriminations, c'est la priorité 8. Et le bureau, en fait, est chargé de déployer cette transition inclusive au niveau de la direction générale. Est-ce que la lutte contre les discriminations commence avec le bureau à la ville de Montréal ? Non. Il y avait déjà un travail qui était effectué par les collègues au sein du service des ressources humaines, qui était très axé sur les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi. Il y avait déjà aussi un travail important qui est fait par le service de la diversité et l'inclusion sociale. Mais on voit, je le répète, comme un changement de posture de l'organisation avec la création de ce fameux bureau qui est rattaché à la direction générale. Donc ça aussi, ça envoie un signal fort de la question est essentielle, la question est importante et on va s'en occuper. Maintenant, dans une deuxième partie, j'aimerais parler des défis et des opportunités auxquels on fait face. En termes de défis, je ne vous apprendrai rien, là encore. C'est une organisation qui est complexe, 28 000 employés, du jardinier
aux conseillers en gestion du changement, aux gestionnaires immobiliers, aux cols bleus paysagistes, à la personne dédiée à la culture, aux bibliothèques. Donc c'est une organisation complexe avec une offre de services très large, des expertises extrêmement diversifiées, plusieurs syndicats. Donc forcément, comme la transformation, elle est dans ce contexte-là, ça complexifie encore ce qu'il y a à faire. Le deuxième défi, c'est une confusion qui est liée à l'aspect juridique des sujets de racisme et de discrimination. Je ne vous cache pas que des fois, il y a des personnes, lors de nos sensibilisations, qui pensent que nous sommes des militants, avec toute la connotation un peu quand même péjorative que malheureusement ce terme a, alors que c'est un terme noble, c'est un peu comme le terme woke. Okay? Donc, les personnes pensent, il y a des personnes qui pensent que c'est de l'idéologie. Okay? Et à chaque fois, il faut ramener ça sur, OK, non, on est en train de parler de justice, on est en train de parler de droit. Donc, il faut comme ancrer, à chaque fois ramener la balle au centre, comme on dit. Donc ça, c'est une confusion qui est importante. Et puis, je ne vais pas nommer toutes les autres confusions, mais je vais les nommer. On fait de la discrimination positive. Oh, bientôt, la ville ne pourra plus embaucher de Benoît et de Martin. Il faudra absolument appartenir à une minorité visible. Oui. On dit ça. Donc, la femme noire que je suis, des fois, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'empathie, etc. pour les personnes, oui, tu l'as dit, pour les personnes du milieu communautaire, mais pour les personnes en équité, diversité, inclusion aussi, bon, tu sais... on entend ça, puis on se dit... Je vais garder... voilà, poker face, mais... Aussi, je pense à ce que tu as dit, Rachida, sur le fait que on est dans un espace de dialogue, les gens ont le droit de se tromper. Donc, je vais écouter, ravaler un petit peu ma petite colère, et puis c'est comme ça que le débat va avancer, parce qu'il faut que les gens puissent dire aussi certaines choses pour qu'on puisse les déconstruire. Sinon, si on ne les entend pas, on ne peut pas les déconstruire. Qu'est-ce qu'on a entendu d'autre ? Moi, je me demande si mes enfants pour un jour travailler à la ville de Montréal. Chose à laquelle j'ai répondu, les miens aussi. C'était un peu facile, mais c'est pour vous montrer, là, il y a comme un côté... mais vraiment, c'est un sujet qui, malheureusement, est clivant, fait peur, et du coup, il faut comme être comme ça en évangélisation, rassurer, parler, déconstruire certains mythes, etc., etc. Et à chaque fois, insister sur le fait que ce sont des mesures correctives. Ce ne sont pas des mesures qui ont vocation à rester de façon permanente, immanente. C'est pour corriger des inégalités. Donc, on n'a pas décidé avec une idéologie de le faire. Il y a eu des chiffres qui ont montré que, et là, on travaille pour. Et lorsque l'écart sera résorbé, eh bien, ces mesures-là, ça s'arrêtera. 2 minutes. Oui, OK. Donc, j'ai parlé de la complexité, j'ai parlé de la confusion. Les opportunités. Puis, je vais finir là-dessus parce que le reste, on pourra en parler. Les opportunités, c'est la volonté venue d'en haut. On n'en parlera jamais assez. La nécessité que cela vienne d'en haut pour envoyer un signal fort, donc de la direction générale. Du côté de l'administration élue par les citoyens, du point de vue politique, il y a un sérieux aussi à saisir ces questions. Et ce que l'on a fait tout de suite, dès le début de la création du bureau, c'est de répéter que ce n'est pas un bureau de 4 personnes qui va assumer seul la transformation inclusive. Sinon, on va tous être en burn-out. Okay ? Donc, le poids ne peut pas reposer uniquement sur les personnes en équité, diversité, inclusion. Le poids ne peut pas reposer uniquement... Non, je vais retirer le terme poids. La transformation ne peut pas reposer uniquement sur les personnes en équité, diversité, inclusion. La transformation ne peut pas reposer uniquement sur les personnes issues des groupes visés.
la transformation doit être collective. Tout le monde doit se l'approprier et tout le monde doit réfléchir ensemble, intelligence collective, co-construction, pour savoir comment on va y arriver. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, on va faire comment. OK ? Je terminerai en parlant des différents leviers que l'on a identifiés pour aller vers cette transformation-là. Oui, il faut une vision, une politique, mais il faut aussi penser à la gouvernance. Qui est-ce qui va se charger de surveiller, de monitorer que les choses évoluent ? La gouvernance. Il faut penser aux pratiques organisationnelles. Parce que si on reste au niveau des politiques et de la vision, mais ça ne suffit pas. Regardons les pratiques organisationnelles. Il faut bâtir aussi une culture d'analyse de données. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas se changer. Donc, culture d'analyse de données. Il faut penser aux communications. Communiquer encore et encore et encore pour déconstruire les fameux mythes, rassurer, rassembler et, répondre aux peurs. Il faut penser aussi aux écosystèmes. On ne va pas y arriver tout seul ou toute seule. Il n'y a pas une organisation qui est omnisciente. Il va falloir s'entourer d'un écosystème, d'organisations communautaires, etc. Partager les connaissances, partager les échecs, partager les réussites pour pouvoir se dire, OK, on va y arriver tous ensemble. Et voilà. Merci beaucoup à vous deux. Vous aurez compris qu'on est un petit peu pressé par le temps, mais vous avez bien fait ça. Et surtout, je veux dire devant tout le monde qu'on a donné le temps qu'il fallait pour le faire. C'est juste qu'on n'a jamais réussi à rattraper notre retard. Tout ça pour vous dire que je n'aurai pas un échange avec nos panélistes. On va vous laisser le temps de réagir. Je dis ça comme si on vous allouait 20 minutes, mais on vous alloue 5 minutes pour avoir des questions. Et on a le temps pour 2 questions. Et j'ai vu 2 mains levées, ça va être les 2 dames ici. Madame, quoique madame, vous savez quoi? Je vais être équitable aujourd'hui. Vous avez déjà posé une question. Si vous le permettez, je vais prendre 2 autres personnes. Est-ce que vous... Si je le permets. On va régler ça dehors. Parfait. Alors, ce que je vais vous demander, j'ai vu 3 mains levées. Maude, je sais que tu es mon allié dans tout ça. Je vais vraiment vous demander... personne qui posait des questions, d'y aller vraiment très bref. Et je vais vous demander, vous, André et Nathalie, d'y aller très brièvement dans vos réponses. La pression. Madame, le micro dans monsieur. Mes mains. Ah, OK, c'est bon. Donc, bonjour, moi, c'est Andrea. Je viens de Ensemble pour le respect de la diversité. Puis, en fait, ma question, pas ma question, peut-être un commentaire. Ça s'adresse un peu à tous les panélistes, ceux d'avant également. J'ai beaucoup aimé, en fait, l'intervention de la jeune fille qui a été faite à Fabrice dans une école, parce que nous, on travaille dans des écoles secondaires et primaires. Et puis, j'ai remarqué, en fait, que ce soit dans une école à 95% de la diversité ou à 90% blanche, nous faisons des sondages par rapport à l'ethnie, aux minorités visibles, pour savoir d'où viennent nos jeunes. Je suis essoufflée, je m'excuse. Et puis, je me suis rendu compte que nos jeunes ne savent même pas c'est quoi une minorité visible et une ethnie. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait continuer à renforcer, puis littéralement leur dire, toi, tu es une minorité visible, ou la déconstruire, puis arrêter de leur dire, parce qu'on se rend compte, en fait, qu'eux autres ne se considèrent pas, peu importe l'origine d'où ils viennent, qu'ils sont une minorité. Donc, j'aime beaucoup cette... Est-ce que ça va disparaître, comme on en parlait quand vous avez dit tantôt? On va attendre, à un moment donné, ça va se résorber, ça va disparaître, mais on continue, nous, en tant qu'adultes, à renforcer ça. Donc, est-ce qu'on devrait arrêter? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette question. Nathalie, je te vois déjà prête au micro. Ça fait plus de 10 ans que je vis au Québec, donc je vais le dire, je capote sur la question. Ouais. J'aime beaucoup la question parce que ça me rappelle une anecdote avec ma petite sœur. On n'a pas le temps pour les anecdotes, vas-y. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite. Je m'excuse. Je me fais intimider. Je vais aller très vite. À
à cette époque, j'avais déjà plus de 18 ans. Et ma sœur et moi, on a un écart de 9 ans. Et elle vivait encore en Guyane, en Amérique du Sud. Et notre réalité, lorsque nous vivions en Guyane, c'est que c'était extrêmement diversifié, avec des Amérindiens originaires du Brésil, des Indonésiens. Enfin, j'appelais ma classe les Nations Unies parce que c'était vraiment beaucoup de personnes d'horizons et d'origines ethniques différentes. Et je remarquais que lorsque je voyais ma sœur l'été, elle me parlait de ses camarades de classe. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais est-ce qu'ils sont noirs? Est-ce qu'ils sont blancs? Est-ce qu'ils sont... Et en fait, je n'arrivais pas à le lui dire parce que je me suis dit, c'est comme si j'allais détruire un peu son innocence et sa candeur. Je voulais qu'elle la garde le plus longtemps possible. Ensuite, la vie adulte l'a rattrapée, bien sûr. Et je ne lui ai rien dit. Et c'est seulement au bout de quelques semaines que lorsqu'elle m'a montré la photo de ses copines, j'ai réalisé qu'elles étaient toutes asiatiques. Je ne le savais pas. D'origine asiatique, je ne le savais pas parce que dans sa façon de parler de ses amis, elle ne ressentait pas le besoin de dire un tel qui est d'origine chinoise, un tel qui est... Elle ne le faisait pas. Et je me suis dit, mais ça, c'est mon vécu à moi. C'est comme ça que des fois je parle, pas toujours, mais si elle n'est pas rendue là, ben, quelque part, je trouve ça très bien, en fait, parce que c'est ça que l'on veut, c'est ça qu'on vise comme résultat. C'est un monde où ben, on aura l'équité, quelle que soit notre appartenance. C'est beau et c'est... Voilà. Mais combien de temps ça va durer? La réalité, est-ce que la réalité va les rattraper? J'aimerais être optimiste. J'ai tellement envie de rajouter un édito personnel par rapport à ça, mais elle est où, Maude? Ah, Maude. On a monsieur ici et on a madame. Madame, je vais peut-être vous demander si c'est possible pour vous, comme ça, on ne vous perd pas de vue. Voilà. Ok, d'accord. Bonjour, Fadi Daguerre, je suis chef de police à Longueuil. J'aimerais savoir, là, vous parlez tantôt de Oh, Nathalie. Pas bon, ça? C'est Fabrice qui parlait d'un public all-star. J'aime bien Fadi Daguerre, chef de police à la ville de Longueuil. Non, mais c'est rare qu'on applaudisse la police. Merci. Non, c'est rare. Non, mais c'est quoi vos stratégies de transformation? Bon, je comprends la transformation que vous faites avec les 28 000 employés à Montréal, mais j'aimerais savoir la partie prenante des syndicats. Comment vous conjuguez avec les syndicats? C'est quoi vos stratégies pour que ça puisse passer? Oui. Je quitte la scène. C'est dans des moments comme ça où je regrette que Bouchra ne soit pas là. On a commencé des... Oh là là. On a commencé... Les discussions sont entamées, en cours, parce que... je vais faire une petite digression, là. Je ne sais pas qui a entendu parler de Montréal-Nord. Donc les cols bleus racisés à Montréal-Nord, pour lesquels il y a eu des enquêtes qui ont été diligentées, et 2 chercheurs, Angelo Suarez et Tania Saba, pour ne pas les nommer et les nommer, qui ont conclu qu'effectivement, il y avait de la discrimination systémique contre les cols bleus racisés. Et en fait, ça a été un électrochoc aussi. Ça a été un électrochoc, notamment pour les syndicats, de se dire, c'est ça la réalité des employés de la ville de Montréal. C'est qu'à un moment donné, il va falloir s'emparer de cette question. Il va falloir la travailler tous ensemble parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas répondre à cette préoccupation-là et d'attendre que la situation devienne explosive. Parce que, ça fait un peu têteuse, je vais citer ma boss, mais à chaque fois on dit, est-ce que vous voulez être en mode lutte, prévention? C'est quand même mieux d'être en mode prévention. Donc de s'asseoir à la table, de travailler ensemble sur ce qui nous remonte, ce qui nous remonte vers nous, comme trauma, comme expérience vécue, et de pouvoir
tout en tenant compte du rapport de l'Office de consultation publique qui nous demande aussi de travailler avec les syndicats, de pouvoir trouver des solutions et de pouvoir comme évoluer ensemble. Parce que sinon, on est en mode lutte. Il y a un travail colossal qui est fait à l'arrondissement de Montréal-Nord en ce moment, mais je pense que personne n'a envie de se retrouver avec ce genre de situation-là, de rupture à gérer. Merci. Merci, madame, pour votre patience. On est à vous. Bonjour. Bonjour, mon nom est Inès Cherbib. Je fais partie d'un organisme qui s'appelle l'Institut F. Et nous travaillons, nous aussi, à déconstruire les mythes et les stéréotypes qui entourent donc les immigrants en général, les femmes musulmanes, la communauté maghrébine et musulmane. Et nous nous confrontons à cette dalle de béton qui est, par exemple, notre gouvernement qui vit dans le déni du racisme systémique, qui n'arrive même pas à prononcer le mot. Fait que là, ce que nous, on essaye de faire, c'est, oui, de réaliser des programmes qui luttent contre ça, mais en même temps, on travaille beaucoup sur l'éducation populaire. On a produit, par exemple, une capsule vidéo qui rejoint l'idée du gouvernement dans le stéréotype du bon immigrant et du mauvais immigrant, que j'invite tout le monde à aller voir sur notre site, la capsule Assimilol. Et là, on se demande, qu'en continuant à nager comme ça contre courant, quels outils, quels instruments on pourrait avoir pour que nos luttes rapportent finalement fruit, qu'on arrive à toucher le plus grand nombre de personnes possible. J'aimerais bien t'entendre, André, là-dessus. Oui, alors, c'est vraiment... C'est ça l'objectif, c'est comme la réalité qui est formée de relations et d'organismes et d'une culture qui est oppressante. Comment nager contre courant? On pourrait nager à côté du courant, c'est-à-dire de chercher des partenaires qui vont donner des opportunités de ressources, qui vont créer un système parallèle. C'est ésotérique, hein, qu'est-ce que je viens de dire là? C'est en fait de créer des collaborations pour créer la force du nombre. Tout seul, quand les communautés asiatiques ont vécu une résurgence de racisme anti-asiatique, qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est qu'un projet tout seul ne fonctionne pas. Et c'est ça la coalition qui a réussi, c'est qu'on a réuni une 50aine de projets, on a coalisé, on a cherché les médias, puis on a réussi à amplifier la portée de l'impact et la portée du public. Et c'est comme ça qu'on a réussi à travers cette coalition-là, donc créer des alliances. On a passé du micro au méso parce qu'on a créé un système, on a créé un réseau. Et c'est là qu'on a développé une plus grande visibilité. Et qu'est-ce qui est difficile en ce moment, c'est que le PR, les relations publiques, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas un poste qui est valorisé dans les organisations. Comme par exemple, dans mon travail, on n'a pas quelqu'un qui s'occupe des PR. Et on devrait. Comme moi, collaborer avec le Forum de la paix, avec... le réseau de la paix, ça me prend du temps. C'est quasiment un poste à temps plein. Et dorénavant, on devrait peut-être inciter les instances gouvernementales à permettre d'avoir des ressources pour des gens de créer des réseaux pour amplifier nos actions, pour justement être solidaires. Voilà. Tout à fait. J'appuie. On a 2 minutes. Madame, je sais que vous avez une question. Ah, Tania, parfait. C'est bon. Désolée, madame, je vous ai vendu du rêve. J'aime cette collaboration. Merci. Elle a passé son tour, elle était volontaire. Elle a passé le témoin. Oui. Allons-y. Moi, j'ai une question rapide, plus au niveau personnel, dans le sens où, quand on travaille, on est confronté à certaines réalités dans le domaine, que ce soit dans le domaine social ou au bureau de la lutte contre le racisme. Je me demande comment on fait pour pouvoir batailler sans finir en burn-out, mais en gardant un côté humain. Oh. André, Bon, oui. je sens que tu veux réagir avant. Après, je vais laisser Nathalie conclure. Ne faites jamais votre combat seul. Quand je veux voir mes militantes, je dis ne confronte jamais un problème seul. Développer des bons réflexes de préservation et développer un discours, la solidarité. On n'a pas le choix. C'est pour ça que le forum est là, pour parler. L'isolement, c'est
en fait la conséquence de l'oppression. Donc, problème systémique, réponse systémique, créer un système de rétaliation. Si je me sens pas bien, je vais voir mes jeunes, je vais voir mon boss, je vais créer des politiques à l'intérieur, chercher une reconnaissance, parler avec les trois justices. Mon problème est au niveau microscopique. Quels sont mes trois systèmes, mes trois justices? Je veux qu'on reconnaisse que je suis vulnérable. Quelles sont les ressources? Qu'on me donne peut-être un congé par mois, qu'on me donne des références. Justice de réconciliation, réparation. Quelles sont les stratégies mon environnement de travail peut établir pour? Et c'est ça qu'on doit déterminer comme discours. Si on n'a pas un discours qui renferme les niveaux d'analyse et les trois justices, on est seul parce qu'on n'a pas de discours pour communiquer. On n'a pas de point de repère. Nathalie, terminez en 30 secondes. En 30 secondes, moi, ce qui fonctionne quand même pour moi, c'est de refuser par moment la charge mentale de la personne racisée qui fait de l'EDI. Ça veut dire qu'on a des attentes, des fois, envers vous qui sont démesurées. On a des attentes qui sont démesurées parce qu'on veut que vous soyez la voix de toutes les personnes racisées, que vous ayez des réponses à toutes les questions. Et des fois, le fait que vous soyez là, on pense que ça suffit et que vous allez arriver avec une recette magique. Non, je n'ai pas de recette magique et je demande qu'il y ait plus de personnes autour de la table qui vivent des situations similaires aux miennes. Donc, de ne pas être tout le temps la personne qui avance avec son bâton de pèlerin et puis qui courbe les chines parce que le poids est trop lourd. Donc, est-ce qu'on peut élargir la table, rajouter des chaises pour que j'ai des alliés autour de la table et que la moindre discussion ne se transforme pas en des personnes qui n'ont pas du tout mon vécu et qui invalident ce que je dis. Parce que, est-ce que tu n'exagères pas un peu? Non, j'exagère pas un peu. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord avec moi. Et on est peut-être 2 ou 3. Excuse-moi, je vais me poser. Et aussi, on m'a posé une question. André, comment je fais pour savoir qu'on ne veut pas me tokeniser? Et j'ai dit, il n'y a aucun moyen de savoir. C'est ta responsabilité de négocier avec les trois justices. Tu vas aller avec une personne, tu dis, je vais collaborer avec toi, mais voici mes attentes, mes trois justices. Et la personne doit performer ses justices. Et c'est ça une négociation. Et cette entente va créer un empowerment parce que les deux en sortent gagnant-gagnant. Et c'est là de la tokenisation, c'est qu'on n'a aucun moyen de faire la télépathie puis faire un procès d'intention. C'est impossible. Mais la négociation, le contrat, il est possible, il est verbalisé, il a un discours. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais mettre fin à cette séquence. Merci beaucoup à vous deux. Merci André. Merci Nathalie.